ce matin, messieurs. Vous avez voulu célébrer un anniversaire, les 100 ans de Greenspan. Hein. Qui va commencer? Quel bilan on tire de ce siècle? Alan Greenspan, il faut le rappeler, c'est le banquier central mythique des années bulles. Hein, il est nommé à la tête de la Réserve fédérale en 1987. C'est un conjoncturiste assez médiocre. Quand il démarre, hein, il a dirigé un institut de prévision, et quand vous regardez le classement qu'effectue chaque année le Wall Street Journal sur la pertinence finalement des prévisions des grands instituts, il se traîne toujours dans les tréfonds du classement. Il doit ses nominations en fait à sa philosophie très libérale, hein, puisqu'il c'est les années Reagan puis Bush, et donc effectivement c'est un libéral philosophique même, Jean-Marc, on peut dire, voilà. Et en fait, Alan Greenspan, c'est l'anti-banquier central rigoureux, c'est-à-dire qu'en gros, moi j'aime bien, si vous voulez, cette phrase d'Otmar Hissing. Alors c'est pareil pour les plus jeunes ne sauront pas qui c'est. C'était le chef économiste de la Bundesbank allemande, très rigoriste. Il avait cette phrase absolument géniale. Il disait: le banquier central, c'est celui qui ferme le bar à 3h du matin quand la fête bat son plein. Et ben moi je dirais que Alan Greenspan, c'est le banquier central qui, à 3h du matin, quand tout le monde est bourré, continue à faire boire les gens et les incite presque même à reprendre leur voiture, puisque pour moi c'est quand même le plus grand instigateur de ce qui a été ce qu'on peut appeler l'économie de bulle finalement des années 2000, une économie qui a produit beaucoup de dettes, beaucoup d'accidents financiers et pas beaucoup de croissance, parce que finalement, juste pour refaire la séquence très vite, il arrive en 87, il est confronté au krach de Wall Street, et là qu'est-ce qu'il fait? Il connaît quand même les leçons des erreurs de 29, et là il inonde le marché de liquidités, et vous voyez qu'il va enclencher un process sur lequel on pourra revenir, dans lequel à chaque fois, pour traiter finalement l'éclatement d'une bulle, il va pratiquer des politiques monétaires de plus en plus accommodantes qui vont à chaque fois fabriquer des bulles de plus en plus grosses. Donc ce sera la bulle obligataire qui craque avec Orange County en 94, puis la bulle émergente, puis la bulle Internet, puis les subprimes. Donc c'est un fabricant en série de bulles, d'endettement, de faible croissance. C'est un piètre banquier central. Vous le trouvez formidable, Jean-Marc Daniel? Oui, je pense que effectivement vous avez une formule assez célèbre du 19e siècle qui disait que on est encensé pour des qualités que l'on n'a pas, mais on est voué aux gémonies pour des défauts que l'on n'a pas non plus. Et donc, je pense que c'est un peu le cas d'Alan Greenspan par rapport au portrait qu'il vient de faire Emmanuel. Effectivement, un des problèmes initiaux d'Alan Greenspan, c'est sa légitimité. Et donc, il s'est créé un personnage assez théâtral parce qu'il n'avait pas les parchemins faisant de lui un grand économiste, un grand banquier central. Et donc, il s'est rendu célèbre aussi par des formules qui étaient des formules assez caricaturales, mais c'est l'exubérance irrationnelle des marchés. C'est, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. C'est au moment des mi-termes de 1998, quand on l'accuse de vouloir se mêler de la campagne électorale, ils n'y ont pas du tout. J'ai des éléments objectifs qui me conduisent à augmenter mes taux d'intérêt. C'est que le MUI s'est tendu. Et le MUI, c'était le Men's Underwear Index. Oui. C'est-à-dire l'évolution du prix du slip qui le conduisait à estimer qu'il fallait durcir sa politique monétaire. Il avait sa vision des choses, quoi. Voilà. Alors, si je regarde un peu avec du recul, quand même, avec un peu plus de hauteur, je pense qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce week-end, on va fêter 2 anniversaires. L'anniversaire de Greenspan et le 9 mars, on fêtera. Donc, lundi, je ne serai pas là. Donc, je fêterai cet anniversaire au théâtre de poche dans ma causerie hebdomadaire, mais je ne la fêterai pas ici. C'est les 250 ans de la publication de La richesse des nations d'Adam Smith. Adam Smith, c'est véritablement le représentant d'un état d'esprit, ce qu'on appelle la ponocratie, c'est-à-dire la richesse repose sur la création de la richesse par du travail. Et donc, Greenspan, il correspond aux années que, à l'époque d'Adam Smith, on appelait chrysohédonistes, c'est-à-dire on considère que c'est en inondant effectivement de monnaie, d'or, chrysohédoniste, ça veut dire amoureux de l'or, en inondant une société d'or qu'on résout les problèmes. Et donc, Alan Greenspan, il s'est mis dans une situation de ce que je pourrais appeler, pour reprendre une formule de Keppel, de chrysohédonisme d'atmosphère. Tout le monde dit, il faut baisser les taux. On est encore dans cette situation où on nous dit, il faut baisser les taux. Que fait la BCE? Et puis face à la crise qui vient, il faut baisser les taux. Or, Greenspan a géré ça de façon très habile. Emmanuel l'a dit, effectivement, en 87, il répond au krach, par davantage de liquidité. Il dit 87 ne sera pas 29, ne sera pas 1929. Et ensuite, à partir des années 90, il met une sorte d'accord au point avec l'administration
l'administration Clinton ce qu'on appelait la grande modération. C'est-à-dire l'administration Clinton va dégager des excédents budgétaires, lui il va faire une politique qui est une politique monétaire assez accommodante pour contrebalancer les effets de l'austérité budgétaire, et il va se caler sur cette formule particulière qu'on appelle la formule de Taylor sur la définition de ces taux d'intérêt. Et c'est celui qui réalise sur les 50 dernières années une pleine application de la formule de Taylor jusqu'en 2001. Ce qui est véritablement la rupture, et il raconte ça dans ses mémoires, la rupture c'est que le 11 septembre 2001, il est dans un avion, il est rapatrié, il était à un colloque à Francfort, il est rapatrié dans un avion, le pilote lui dit « ça va être assez facile, il n'y a plus aucun avion au-dessus de l'Atlantique, donc on va passer sans problème, il n'y aura pas de problème de contrôle et de tour de contrôle ». Il arrive et à la Maison-Blanche, on lui dit « il faut faire quelque chose pour que le monde n'ait pas l'impression qu'en jetant des avions dans les tours, on met à bas l'économie américaine ». Et donc pendant 4 ans, il va mener une politique monétaire dont l'objectif effectivement est d'éviter que l'on puisse dire c'est parce qu'ils ont jeté des tours à bas, des avions dans les tours, qu'ils ont réussi à abattre l'économie américaine. Et donc je pense que, pour conclure, il a été le parfait illustratif d'une époque, que cette époque s'est trompée, mais c'est pas lui qui s'est trompé, et que dans cette époque, il a été le plus sage et le plus raisonnable par rapport à cette erreur initiale. Non, c'est pas lui le fautif, visiblement. Pour moi, c'est le véritable responsable de cette philosophie. Alors, il y avait un fondement philosophique qu'on peut discuter, qui a été d'ailleurs développé dans beaucoup de papiers, de recherches, etc. C'est cette idée que finalement, laisser les marchés faire n'importe quoi, en gros, laisser se développer les bulles, au final, a plus d'effets positifs que négatifs. C'est-à-dire qu'en fait, toute la richesse qui est créée pendant ces moments d'euphorie financière, malgré l'endettement, etc., en fait, ça génère de la croissance, ça génère de la richesse, ça génère de l'emploi, et que le contre-coup qu'on subit au moment où la bulle éclate, est quand même finalement moins coûteux que la prospérité qu'il a engendrée. Mais encore une fois, quand vous regardez ça, c'est pas vrai. Non, ce qui est quand même déraisonnable, c'est son aveuglement dans la rationalité des marchés. Et toutes les théories qui ont été développées ensuite, qui ont valu notamment son prix Nobel à Joe Stiglitz sur l'information imparfaite sur les marchés. En fait, Greenspan, c'est cette phrase qu'il résume pour moi le mieux, c'est « Comment voulez-vous que moi, banquier central », c'est comme ça qu'il justifiait le fait de ne pas restreindre les marchés. C'est comment voulez-vous que moi, tout seul, banquier central, je sois mieux informé que tous ces milliers de gens qui participent et qui font au quotidien les marchés financiers. Et c'est cet aveuglement idéologique qui, à mon avis, l'a perdu, parce que banquier central, c'est avant tout un artisan. Merci messieurs, on n'a plus le temps. Il était victime du chrysohédonisme, il a été un chrysohédonisme intelligent, il faut donc passer maintenant à une ponocratie réelle, effective, et c'est elle qui est vraiment intelligente. Merci messieurs.